Bienvenue au 3e épisode du balado « Et si les trottoirs nous parlaient ». Et si les trottoirs nous parlaient, c'est un balado qui est entièrement pensé et conçu par le comité Saint-Sauveur Ensemble solidaire. Donc, c'est qui ça, le comité Saint-Sauveur Ensemble solidaire? C'est un comité qui existe depuis maintenant 5 ans, qui est composé de résidents et de résidentes du quartier, donc Saint-Sauveur, et qui se réunit pour faire des projets qui visent l'amélioration du quartier. Donc, on parle des enjeux de quartier, puis on fait des projets ensemble du début à la fin. On a fait un fanzine qui s'appelait aussi « Et si les trottoirs nous parlaient ». Puis maintenant, on est rendu à notre 3e épisode de balado. Donc, je m'appelle Gabrielle, j'anime ce comité depuis 5 ans et je suis en compagnie aujourd'hui de l'ensemble du comité. On a, pour les 2 premiers épisodes du balado, si vous vous souvenez bien, c'était Julien et Sandia qui animaient le balado. On a un peu changé de formule pour cette fois-ci. C'est moi qui animera le balado et ce seront les membres du comité qui seront les invités pour notre sujet d'aujourd'hui. En ce qui concerne le thème, si vous vous souvenez bien, on a fait un sondage dans les derniers mois. On vous demandait de nous identifier, en fait, les 5 sujets que vous préfériez entendre, en fait, sur lesquels on pourrait discuter au balado. Et celui qui a été priorisé, celui qui a été retenu, c'est les aspects méconnus du quartier Saint-Sauveur. En fait, on dit les aspects, mais c'est des aspects parce qu'on ne prétendra pas couvrir l'ensemble des aspects méconnus du quartier. Et par ailleurs, on a sûrement des angles morts, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et vous pourrez nous faire des rétroactions par ailleurs à la suite du balado si ça vous tente. Donc, c'est ça, on avait l'embarras du choix, puis ça va nous guider aussi pour les prochains épisodes de balado. On tient aussi à vous remercier pour les beaux commentaires encourageants qu'on a eus à la suite du sondage, donc ça nous motive vraiment à poursuivre. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous présenterai les membres du comité. Donc, aujourd'hui, on est avec Sandia. Bonjour, Sandia. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous dire en un mot sur quoi ton sujet porte aujourd'hui? Ça porte sur le patrimoine. Patrimoine, excellent. On est aussi avec Julien. Allô, Julien? Allô, Gabrielle. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Et toi, ton sujet en un mot? Culte. Culte, d'accord. Ouais. Donc, patrimoine, culte. Et on est avec aussi André. Oui. Donc, André, comment ça va? Très bien. Super. Puis, en un mot, comment tu résumerais ton sujet d'aujourd'hui? Marguillier. Marguillier. Excellent. On est aussi avec Véronique. Allô, Véronique? Salut la gang. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Un mot pour toi, pour résumer ton intervention d'aujourd'hui? Plénitude. Plénitude. Excellent. On va y revenir. On y va sans plus tarder avec le sujet de Sandia qui va nous parler de la maison Simon-Napoléon Parent. Donc, Sandia, qu'est-ce que tu as découvert en faisant tes recherches sur cette maison? Aujourd'hui, je vais vous parler du patrimoine de la maison Napoléon Parent située au 523 Saint-Vallier-Ouest, dans le quartier Saint-Sauveur, en face du Café Filt et à côté du Marmiton. D'abord, je vais vous parler qui est Simon Napoléon Parent. Simon Napoléon Parent est né à Beauport le 12 septembre 1855 des familles modestes, des cultivateurs et commerçants. Il était un avocat et homme d'affaires politique influent surnommé le bâtisseur oublié. Pourquoi on l'a appelé le bâtisseur oublié, Sandia? C'est juste en raison de son immense contribution au développement industriel et urbain de Québec, mais largement effacé par une fin de carrière marquée par le conflit politique et la tragédie du pont de Québec. Okay. Je vais y revenir un peu plus tard. Simon Napoléon Parent a marqué l'histoire de Québec en occupant simultanément le poste de maire de Québec et du premier ministre de la province de Québec. En même temps? En même temps. C'est particulier. Oui. Membre du Parti libéral de Québec, il a succédé à Félix Gabriel Marchand, député de Saint-Sauveur. Il a représenté les quartiers ouvriers de Saint-Sauveur à l'Assemblée législative de 1890 jusqu'à sa démission en 1905, donc pendant 15 ans. Son mandat était axé sur l'industrialisation du centre urbain et l'exploitation à grande échelle des ressources naturelles,
Donc, en partie, on parle ici de forêt et de l'hydroélectricité. OK. Puis parlons un peu de ses réalisations, tant au niveau là, du quartier Saint-Sauveur ou de la ville. Je pense qu'elle a été une personne influente. Oui, exactement. En tant que maire, il a doté la ville d'un tramway électrique, un sujet encore d'actualité de nos jours. Absolument. Il a aussi été l'instigateur de la construction du nouvel hôtel des villes et de sa bibliothèque. Il est aussi le fondateur du parc Victoria, un terrain offert par les religieux de l'hôpital Saint-Charles. Il a aménagé le parc Victoria en tant que l'artisan principal de sa création. Étant maire de la ville de Québec, il a initié ses projets en 1896 pour offrir un espace de ressourcement aux travailleurs du quartier industriel de la Basse-Ville, Saint-Roch et Saint-Sauveur. Ah, donc c'est vraiment ça la vocation du parc au départ. Exactement. Oui, oui. Lors de l'inauguration en 1897, Parent a fait les choses en grand. Il a utilisé les nouveaux tramways électriques pour amener les citoyens au parc, reliant ainsi les projets techniques au bien-être social. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré l'oubli politique, son impact physique sur les quartiers Saint-Sauveur reste majeur. C'est-à-dire, on se souvient toujours de ces grands messieurs. Aujourd'hui, un statut de Simon-Napoléon Parent trône à l'entrée du parc Victoria, rappelant qu'il est le créateur de cet espace. Et pourquoi on l'appelle parc Victoria? Il a été nommé en honneur du jubilé du diamant de la reine Victoria. OK. Il va falloir que j'aille voir ça, cette statue. On dirait que ça me dit rien. Je sais pas, les autres... Non. Je vais aller essayer de repérer la statue. Puis c'est quoi ça, le jubilé? Juste pour qu'on sache un peu. Le jubilé, c'est le 60e anniversaire de son accession au trône de la reine Victoria. Ah oui, d'accord, OK. Oui, oui, c'est ça. C'est un anniversaire. Oui, oui, c'est ça. C'est son anniversaire de succession au trône. Excellent. Il a aussi amélioré les installations portuaires nécessaires à l'interface navire-port, facilitant les transbordements, l'entreposage et le transport des marchandises et des passagers au port de Québec. C'est-à-dire qu'il a permis que le bateau s'amarre au port comme ça. Ça permet monter les marchandises. Plus facilement, dans le fond, exactement. C'est ça. Oui. De faciliter le passage. Le passage, oui. Il a également initié la transformation du plain d'Abraham en parc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il a vu cette grande parc d'Abraham, il a décidé, c'est-à-dire qu'il a voulu redonner les parcs à la population. Ouais. Parce qu'avant, il était utilisé pour... C'est un grand terrain qui était vacant, puis qu'il a décidé à ce moment-là que... Qui n'était peut-être pas aménagé. Ah oui, c'est ça, oui. Et ce serait beaucoup plus nécessaire qu'on l'utilise, ces terrains-là, pour la population. De nos jours, la plaine d'Abraham est devenue un lieu culturel et sportif à la population de Québec. Comme ministre des Terres et Forêts, il a encouragé l'exploitation à grande échelle des ressources forestières et hydrauliques, ce qui a donné un fondement au développement industriel de la province de Québec. Il a été nommé président de la Commission du chemin de fer transcontinental en 1905. Là, il avait déjà quitté le pouvoir. Il a géré la construction de cette ligne ferroviaire jusqu'à 1911. 9 ans après, il est mort. Oui. Ouais. Et puis, durant ces temps-là, il s'occupait de la commission de chemin de fer transcontinental. Dans l'ensemble, il a tout fait pour le développement économique de Québec, encourager l'arrivée des capitaux étrangers pour développer les richesses naturelles de Québec. C'est-à-dire que, il faisait venir des étrangers pour des investissements pour le développement économique de Québec. OK, mais tu nous as parlé de ses nombreux accomplissements. Moi, je ne connaissais pas tout ce qu'il avait fait. C'est super. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé pendant son mandat? Parce qu'on sait, un mandat parfait en politique, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Je m'en fiais.
Il a joué un rôle de premier plan en tant que président de la compagnie du pont de Québec, renommée Québec Bridge and Railway Company. Il y a eu une mauvaise gestion des choix de l'ingénieur. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Le projet a été marqué par l'effondrement tragique de la travée sud en 1907, une chute qui a causé la mort de 76 ouvriers, parmi les victimes 33 Mohawks de Kanawaki, selon lesquels c'était une erreur humaine due à un défaut de conception, donc c'était la responsabilité de l'ingénieur. L'ingénieur, c'était un ingénieur américain. OK. Puis bon, vu qu'il n'avait pas assez de fonds nécessaires pour faire ces grands projets-là qui demandaient énormément d'argent et des sous, il a trouvé que l'autre acceptait plus facilement de pouvoir faire les ponts, mais il a fait des dégâts. Voilà. Malheureusement, Fait qu'il a fait avec moins de moyens financiers, avec peut-être des matériaux de moins bonne qualité. C'est ce qu'on comprend. Exactement. OK. Oui. Ça a coûté la vie quand même de Oui, c'est ça. 76 ouvriers qui travaillaient là. Le projet lui a été retiré et repris par les fédérats jusqu'à la fin de sa construction, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il y a eu ces tragédies-là, alors les fédérats ont décidé réellement de prendre la construction du pont à son issue en les rendant sécuritaires. Deuxième faiblesse de sa carrière, son style de gestion autoritaire et les critiques des jeunes nationalistes, entre autres Henri Bourassa, a amené à sa démission forcée en 1905 après une dissolution de ses propres ministres. C'est l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire politique québécoise, marqué par une révolte interne sans précédent au sein du Parti libéral. Les ministres vont dénoncer son style de gestion autocratique, l'accusant de gouverner sans les consulter, c'est-à-dire il ne déléguait pas. Malgré une tentative de remaniement ministériel, Parent va perdre l'appui de la majorité. Le 8 février 1905, 44 députés libéraux sur 69 signent une lettre de démission. Ah oui, quand même. C'était grave, là. Il disait qu'il était autocrate, il voulait tout faire par lui-même, ce qui fait en sorte que, les ministres, ils se sont dissociés. Il a terminé sa vie politique à Ottawa et Montréal, occupant le président de la commission de chemin de fer transcontinentale avant de décéder en 1920. Okay. C'est-à-dire que malgré tous les faits, il n'était plus premier ministre en tant que tel, et il n'occupait plus un poste politique. Il voulait toujours faire quelque chose de bien pour la population. Il s'est donné à s'occuper réellement de la commission du chemin de fer transcontinental avant de décéder en 1920. OK. Mais je pense qu'on a bien compris. Je pense que ça trace un vraiment bon portrait de la personne qui était Simon Napoléon Parent. Puis pour revenir à sa maison, là, puis dans le quartier Saint-Sauveur. Hein. Exactement. Comme je vous ai dit au début, la maison associée à Simon Napoléon Parent est située au 523 rue Saint-Vallier-Ouest dans les quartiers Saint-Sauveur. Chaque fois que je passais par là, puis je me posais des questions. Ouais. C'est quoi ça? Il y avait un grand homme ici, mais on ne connaissait pas. Puis maintenant, ça nous donne réellement d'opportunités de savoir que dans le quartier Saint-Sauveur, il y a eu réellement un grand homme qui vivait là, tu vois. C'est la maison, il y a une tour, là, je crois. Hein? Oui. Puis il y a une plaque, là, une plaque commémorative aussi. Il existe une plaque commémorative qui résume la majorité de ce que je viens de vous dire, de ces grands hommes. Construit vers 1905 et signé Georges-Émile Tanguay, cette demeure de style Second Empire avec tour carrée est une rareté pour un dirigeant de l'époque qui résidait en Basse-Ville. Une grosse maison. Ouais, non, il y a quelqu'un de très important qui habitait dans cette maison. Oui. Et témoigne l'importance de ces politiciens qui a marqué le développement de la ville et la construction du pont de Québec. Et puis l'architecture, ça ressemblait à quoi? C'est du style victorien, toiture massacrée, tour néo-italien.
Bien que classée, la maison a perdu une partie de ses éléments d'origine, c'est-à-dire que la galerie n'existe plus, et aujourd'hui recouverte d'aluminium. Malheureusement, il n'y a pas de visite guidée, peut-être due à l'état de la maison, mais on peut trouver des photos sur Google qui témoignent de sa beauté, qui résument réellement la personne qui était là, qui était très importante. OK. Puis je pense qu'il y a aussi une rue, pas je pense, je sais qu'il y a aussi une rue en son nom dans le quartier Saint-Sauveur qui est près du parc Victoria. Donc, tu veux nous en parler? Oui, il a été nommé en 1897. Elle longe le parc Victoria et l'hôpital général de Québec. OK. Puis c'est ça, je pense avoir vu une photo sur les internets. La rue, avant, elle était prolongée avec un petit pont qui passait au-dessus de l'autre rue perpendiculaire, dont là, le nom m'échappe. Mais c'est pas des commissaires, en tout cas. Puis ça allait directement dans le parc. Donc ça a été détruit. En tout cas, si vous pouvez retrouver cette photo, ça vaut la peine d'être vu. Puis j'ai entendu dire aussi, ou je sais pas si c'est une rumeur, là, qu'il y aurait eu un tournage d'un film là, dans sa maison. Oui, c'était une rumeur, c'était pas réel. En fin de compte, l'histoire était, oui, c'est le fameux film « Il était une fois le Boys », il s'appelait « Il était une fois les Boys ». Le tournage s'est déroulé dans la résidence privée de Monique Lamontagne et Michel Lavoie. C'est une maison d'époque rustique construite en 1922 et située sur la rue Simon-Napoléon Parent, près de l'intersection de rue Saint-Vallier et Carillon. C'est-à-dire que les gens, ils ont confondu. Le fait que le film a été, comment on peut dire, fait tout près de la maison Simon-Napoléon Parent, ils ont dit qu'il a été tourné dans sa maison, mais malheureusement, non. Il a été tourné plutôt dans la maison de Monique Lamontagne et Michel Lavoie. Sur la rue Simon-Napoléon Parent. Donc, c'est pas sa maison, mais c'était sur la rue Simon-Napoléon Parent. Exactement. D'accord. Voilà, okay. Rumeur dissoute. Oui, exactement. Bien, super. Merci, Sandhya. Si vous passez par là, souvenez-vous de ce grand homme qui a marqué l'histoire de Québec vivant à son époque sur les quartiers Saint-Sauveur. Merci beaucoup, Sandhya. Je pense que, comme moi, il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui vont en avoir appris sur Simon-Napoléon Parent. Et ça m'a fait plaisir de vous donner un petit compte-rendu de ce grand homme qui a marqué vraiment l'histoire de Québec, mais qui est resté un petit peu sur les oubliettes à cause d'une histoire politique. Oui. Toi, Julien, tu nous as dit que c'était le mot culte tantôt. Oui. Tu vas nous parler donc de patrimoine religieux dans Saint-Sauveur, mais aussi du contexte actuel des églises, toutes confessions confondues. C'est un vaste choix de sujets que tu as Absolument. choisi. Par quoi tu veux commencer? Donc, pour ce segment, j'ai décidé de vous présenter les lieux de culte à Saint-Sauveur, les églises, les paroisses, les monastères, les mosquées, puis tout ça. Parce qu'on s'entend que c'est qui a déjà parlé avec une personne plus âgée puis qui disait qu'elle habitait en paroisse de, mettons, Notre-Dame de Grâce, par exemple. Puis là, tu te dis, c'est où ça? C'est quoi ça? C'est quoi exactement une paroisse, en fait? Il n'y a personne qui parle de paroisse à moins que tu ailles activement à la messe. Puis on s'entend que c'est pas quelque chose qui est vraiment populaire de nos jours. Donc, c'est quoi les paroisses de Saint-Sauveur? Hein? Parce qu'on parle de Saint-Sauveur comme quartier, mais il y a différentes paroisses dans Saint-Sauveur. Oui. En fait, non. Parce que parce que depuis 2019, il reste juste une paroisse, qui est la paroisse de Sainte-Marie de l'Incarnation, qui regroupe en fait les anciennes paroisses de Notre-Dame de Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Amphile de Saint-Malo et Notre-Dame de Famigny. Puis là-dessus, Saint-Sauveur et Saint-Amphile de Saint-Malo, qui sont dans le quartier de Saint-Sauveur. Mais si on en croit une carte des paroisses du Québec avant 1960 de Généalogie Québec, juste sur le territoire du quartier de Saint-Sauveur, il y en avait pas mal plus. J'en ai compté à peu près 6. Il y a Saint-Sauveur, Saint-Malo, que j'ai précédemment mentionné, mais il y a aussi Sacré-Cœur de Jésus, Notre-Dame de Grâce, Saint-Joseph
et Notre-Dame de Pitié. Puis ça, c'est sans compter le monastère des Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus, qui gérait ce qui est aujourd'hui le centre d'hébergement Sacré-Cœur, qui est un CFCLT, puis tout ça. Mais c'est vrai, t'as raison, on entend encore parler de paroisses dans Saint-Sauveur. C'est pas rare qu'on entende que quelqu'un habite à Notre-Dame-de-Pitié, par exemple, ou à Saint-Malo. Donc, c'est ça que tu voulais dire aussi qu'on... Ouais, parce que les plus vieilles personnes, ils parlent de leur ancienne paroisse, même si cette paroisse-là n'existe plus. Oui, il y a un attachement quand même à la paroisse. Il y a un attachement. Ouais. C'est comme avec les fusions municipales puis les changements de rue. Parlant de résidence pour personnes âgées, on a aussi le monastère des Augustines de l'Hôpital fédéral de Québec, qui est entre Saint-Sauveur et Saint-Roch, qui est une des plus anciennes paroisses dans la ville de Québec. Puis pourquoi que j'en parle, c'est que on pourrait penser que c'est dans le quartier de Saint-Sauveur ou dans celui de Saint-Roch, mais en fait, c'est aucune de ces réponses. Pour ça que tu disais « entre ». Oui, parce qu'en fait, c'est une municipalité indépendante qui est enclavée dans celle de la ville de Québec, qui est la municipalité de Notre-Dame-des-Anges. OK. En fait, la plus petite municipalité du Canada, avec seulement 4 hectares, qui a été créée en 1855 dans le but de soustraire l'hôpital des impôts. Donc, la mairesse, c'est la sœur supérieure à ce monastère-là, puis la moyenne d'âge, c'est de 85 ans, OK. à cause du monastère puis de la résidence. Donc, je disais que c'était une municipalité indépendante, mais la ville de Québec fournit quand même plusieurs services, comme les secours puis les pompiers. Puis, évidemment, si le monastère venait un peu au four à cesser ses activités pour une quelconque raison, du genre un manque de relève dans le monastère, le territoire reviendrait à la ville de Québec. OK. Et bien sûr, le territoire qui appartenait au monastère était beaucoup plus gros, mais avec le temps, justement sous Simon Napoléon Parent, qu'on parle tantôt, il a cédé la majorité de ces terres qui est aujourd'hui le parc Victoria. Puis de nos jours, on trouve seulement le monastère, l'hôpital, puis le cimetière qui abrite, fait intéressant, la tombe du général de Montcalm. Oh, je savais pas ça. Ouais. Donc, je comprends bien, le parc était plus petit avant, puis la municipalité Notre-Dame-des-Anges était plus grosse, puis là, ben, en cédant des parties du parc, ça l'a rapetissé, finalement, le territoire le territoire est revenu à la ville de Québec. OK. Comme je disais tantôt, chaque paroisse avec sa propre église ou monastère. Je mentionnais tantôt que la messe était plus tant populaire que ça. C'est en fait un gros problème dans l'Église catholique. On voit de plus en plus de paroisses fusionner et consolider leurs activités dans la même église, ce qui laisse d'autres églises qui sont souvent des bâtiments patrimoniaux et qui ont été le centre de leur communauté de plus de 100 ans à l'abandon, qui ont changé de vocation, qui ont été transformées complètement ou même été détruites. Il faut dire qu'en date de 2018, il y a 40 000 personnes qui habitent le territoire de la nouvelle paroisse de Sainte-Marie de l'Incarnation. Mais il y a moins de 1500 fidèles qui assistaient régulièrement à la messe. Et bien sûr, c'est un nombre qui va en diminuant. Donc, non seulement on parle du passé, mais on pourra se demander, c'est quoi le futur de ces bâtiments-là? Oui, tout à fait. Ben, justement, là, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y avait, en fait, comme église et bâtiments religieux sur le territoire du quartier? C'est pas toutes les églises qui correspondent à chacune de ces paroisses-là qui ont résisté autant. De nos jours, il reste seulement 2 églises catholiques qui sont encore là. Il y a celle de Saint-Sauveur qui a été construite en 1866 après l'incendie qui avait rasé le quartier dans ce temps-là. C'est celle-là qu'on a récemment rénové le clocher. Oui, le fameux clocher. Le fameux clocher. Mais elle risque quand même la fermeture. Dû à des grands coûts de maintenance et un nombre faible de fidèles qui la fréquentent et y contribuent financièrement. Elle serait déjà fermée et en vente. Puis il y a aussi celle-là de Notre-Dame de Saint-Malo, qui est encore là sur la rue de Marie de l'Incarnation. Mais c'est aussi une autre des églises qui sont visées par le risque de fermeture par la paroisse pour les mêmes raisons, puis elle est aussi en vente. Si je regarde l'horaire, il y a juste une messe le dimanche à 11h. Contrairement aux autres églises actives de la paroisse. Puis, celle-là de Saint-Sauveur, il se passe rien. Fait intéressant, on considère Saint-Malo comme tout ce qui est à l'ouest de Marie de l'Incarnation, en incluant le parc industriel,
Mais pourtant, son église est quand même à l'est de Marie de l'Incarnation. Il faut dire quand même que les frontières des différents quartiers et des anciennes municipalités ont beaucoup changé au fil de l'histoire de la ville de Québec, qui est un résultat de divers détachements et réannexions. Saint-Malo, ça a déjà été une municipalité indépendante entre 1843, quand elle a été détachée de Saint-Roch, et 1908, quand on l'a réannexée à la ville de Québec. Et son territoire allait pas mal plus loin par l'est. Fait que l'église de Saint-Malo a été construite pendant ce temps-là en 1849. OK. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Là, on est rendu au bout où on a les églises disparues. On peut compter l'église Sacré-Cœur de Jésus de Québec, qui est... En fait, elle est encore là. Elle est toujours active sous le nom de l'église Mosaïque. Mais aujourd'hui, c'est une église chrétienne évangélique depuis 2005, qui a été construite en 1967, à temps pour le 50e anniversaire de la paroisse, qui remplaçait une ancienne église qui était construite en 1917. Sinon, on retrouve aussi, en 1895, il y avait une brasserie en pente de la rue Arago, entre les rues Colbert et Sauvageau, qui est aujourd'hui la rue de Masseno, qui est immédiatement sous la côte Salaberry, une brasserie qui s'appelait la Rock Spring Brewery. OK. Elle ferme en 1916 et on l'a démolie en 1924 pour faire place à l'église Notre-Dame de Grâce, qui a été fondée grâce... c'est deux amis du curé Lavergne, c'est l'abbé Jean-Thomas Nadeau et le notaire Gérard Morisset, qui dessinent les plans de la future église. C'est une chose qui met en colère l'Association des architectes de la province de Québec. C'est justement proche de là qu'il y a une petite grotte au bout de la rue de Masseno, qui est aujourd'hui le parc de la côte Sauvageau, où une jeune fille affirme, en 1967, avoir vu une apparition de la Vierge Marie, qui avait déclenché une ferveur religieuse sans précédent dans le quartier. Et finalement, l'église qui sera détruite en 2009 pour y construire des logements coopératifs. Donc, une église qui a été dessinée par deux non-architectes, c'est ça? Exactement. Fait qu'on comprend que ça a pu Ouais, c'est ça. affecter des architectes. Ouais, c'est Ok. ça. Il l'a trouvé un peu bizarre. Mais est-ce qu'elle était belle? Hein? Oui, Ah. ben oui, elle était vraiment belle. C'était un peu dommage qu'on l'ait détruite. Une autre église détruite qui est du même côté de Forêt, l'église Saint-Joseph sur la rue Saint-Sauveur entre Franklin et Château-Hockey. La construction et l'érection de la paroisse a commencé en 1925, mais faute de fonds suffisants, on construit d'abord un sous-bassement qui servira d'église temporaire. Finalement, elle sera terminée en 1939 et 1942. On y retrouvait, malgré un manque de fonds de la paroisse, un orgue casse-avant et des vitraux provenant des ateliers de Réau de Rennes en France. Roger Lemelin y en parlait dans son roman Au pied de la pente douce, mais elle a connu le même sort en 2011 également pour y construire des logements locatifs. Et finalement, l'église Notre-Dame de Pitié, qui résultait d'un effort de guerre dans les années 40, durant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait le ministère de la Défense qui avait rouvert quelques rues, soit celle de la Marine, de l'Aviation, de l'armée Churchill, Roosevelt, Général de McNaughton et de la Victoire. Tu comprends un peu le pattern. OK, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça dans ce coin-là. Exactement. C'était pour y construire des habitations pour les ouvriers qui travaillaient à l'arsenal de Saint-Malo. C'est là qu'on y crée une nouvelle paroisse en 1945, juste après la guerre, avec sa nouvelle église qui a été complétée en 1947. Et malheureusement, en 2011, l'histoire se répète. On la rase et on y construit une résidence pour personnes âgées. Donc, c'était une plus jeune paroisse, si je comprends bien. Exactement, oui. C'est la résidence pour personnes âgées, là, je pense qu'on parle des habitations Gamelin, hein? C'est Oui. ça qui est plus nos BNL Exactement. d'habitation. Dans le cas de la paroisse dont on a parlé précédemment, là, on est plus dans des logements locatifs, mais haut de gamme. Là, fait que ça n'a pas laissé place au même Ouais. type de logement. Exactement. Voilà. OK. Exactement. Puis est-ce qu'il y a d'autres lieux de culte dans le quartier qu'on n'aurait pas abordés? On va lancer un peu le christianisme.
On avait mentionné un peu l'église mosaïque, mais aussi la mosquée de la capitale qui est en face de l'église Notre-Dame de Saint-Malo sur Marie de l'Incarnation qui sert la communauté musulmane de Québec. Puis il y avait aussi l'église adventiste du 7e jour de Québec qui a déménagé vers 2019 sur Saint-Vallier à l'ouest de Marie de l'Incarnation près de l'ancienne église Notre-Dame de Pitié et justement la résidence qu'on parlait tantôt. Et sur ça, c'est pas mal tout pour mon sujet, mais bien sûr, il y en a beaucoup plus à dire sur ces lieux de culte. On pourrait encore en reparler très longtemps, mais je crois que ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci Julien. Je pense que ça fait un beau portrait, là, comme tu dis, des lieux de culte dans le quartier. Il y en a vraiment beaucoup, en effet. Il y en a disparus beaucoup et actuels encore. Yep. Ouais. Il y en a beaucoup, puis il y en a pour tout le monde. Et espérons qu'on pourra préserver aussi l'avenir de nos bâtiments Oui, j'espère qu'ils vont religieux. Qu'ils vont préserver une belle église de Saint-Sauveur et celle de Saint-Malo. Bon, bien justement, on vient de parler des églises, bâtiments religieux. On a avec nous, dans le comité, André, comme on l'a annoncé tout à l'heure, qui est un ancien marguillier. Veux-tu nous expliquer à nous tous, auditrices, auditeurs, c'est quoi un marguillier? Un marguillier, c'est un laïc membre du conseil de fabrique chargé d'administrer les billets temporels et matériels d'une paroisse, comme par exemple l'entretien de l'église et que la gestion financière. Pourquoi? C'est une charge paroissiale bénévole, distincte de la gestion spirituelle du curé, visant à soutenir la paroisse par une gestion adéquate. On est élu par l'Assemblée des paroissiens. Un des problèmes, c'est de convaincre les gens présents à la messe de rester 1 heure de plus pour venir à l'Assemblée afin de voter pour ceux qui se présentent comme marguilliers. OK, puis comment vous procédiez, en fait, pour élire les marguilliers? Il faut élire 6 marguilliers. Les marguilliers ne peuvent pas être élus plus de 2 ans d'affilée, mais ils peuvent se représenter après 2 ans. La seule fois où j'ai été élu marguillier, c'était il y a 10 ans. OK, puis ça consistait en quoi tes fonctions à ce moment-là? Chaque marguillier a sa fonction qui lui est attribuée. Quand le curé demande qui aimerait faire quoi, le fait qu'on ait 6 élus, ça facilite la tâche d'attribution des fonctions. Par la suite, le curé énumère les fonctions dont il a besoin et que les marguilliers accomplissent. Et chacun à son tour, on lève la main quand la fonction nommée lui plaît. Assez régulièrement, toutes les fonctions sont choisies et personne ne se voit attribuer une fonction qui ne lui plaise pas. Quand j'étais marguillier, une de mes fonctions consistait à prendre en note et à rédiger le procès-verbal lors de la réunion des marguilliers. Durant cette réunion, on discutait des événements à venir durant le mois où on discutait de l'entretien de l'Église. Quand il fallait remplacer quelque chose d'important, le curé nous expliquait comment il allait discuter avec les responsables du diocèse pour obtenir du financement. La fabrique doit payer un montant minimum sur chaque réparation. Quelquefois, de généreux bénévoles donnent de l'argent ou un legs testamentaire. Ça l'aide beaucoup. Le dimanche, j'étais un des principaux bénévoles, chose que j'ai faite pendant 8 ans. Une de mes fonctions en tant que bénévole consistait à compter l'argent de la quête. L'argent quand les gens allumaient des lampions ou qu'ils déposaient dans les troncs, ainsi que l'argent récolté lors des quêtes spéciales. Une autre de mes responsabilités le dimanche, c'était de trouver quelqu'un qui passait dans chaque rangée de bancs pour être sûr que chacun des paroissiens ait la possibilité de déposer un don. J'étais aussi mandaté quand il y avait des quêtes spéciales
de trouver quelqu'un qui accepterait de se placer à chaque porte de sortie de l'église pour récolter de l'argent. C'était pratiquement toujours les mêmes qui acceptaient. L'argent servait à payer les missels. Dans le temps de Noël ou Pâques, le curé récoltait aussi de l'argent pour fleurir l'église. OK, on va revenir sur la question des missels là, tout à l'heure, mais avec qui tu comptais l'argent puis comment ça se passait? Parce que j'imagine qu'il y avait un certain encadrement autour de ça. Quand je comptais l'argent, je n'étais jamais seul. J'étais assisté d'un couple de retraités. On inscrivait sur une feuille différente chaque endroit d'où venait l'argent. On avait une feuille pour la quête du samedi et du dimanche, une feuille pour l'argent récolté pour les lampions ou pour les quêtes spéciales, etc. Chaque endroit d'où provenait l'argent avait une feuille distincte. À la fin, le montant total de toutes les feuilles donnait le dépôt total qu'un employé responsable de la fabrique allait déposer durant la semaine. Les feuilles étaient conservées et le mandataire du compte de banque pouvait vérifier d'où provenait l'argent. Pour retirer de l'argent du compte de banque, il fallait 2 signatures sur les chèques pour empêcher les retraits à justifier. Depuis la fusion de la paroisse, l'argent est compté à Ville-de-Valier. Ce que donne chaque paroisse est compté séparément et l'argent est déposé dans le compte de banque de chaque paroisse séparément. OK, je comprends mieux. Puis, tantôt, tu as parlé d'un missel. C'est quoi ça, un missel sur quelqu'un, quelque chose? C'est un petit livre de prière qui est disponible dans les présentoirs. Le prêtre qui disait la messe en avait un identique, ce qui nous permettait de suivre l'office plus facilement. Il y a aussi le semainier, qui est un petit pamphlet qui contient des explications sur le déroulement des activités de la semaine dans l'Église. Il a noté les baptêmes, les mariages, les services funéraires, combien rapportait la quête de la semaine précédente et les activités prévues. Habituellement, le chemelier est commandité par des commerçants et le célébrant informe les paroissiens des événements importants qui sont inscrits dans le chemelier. C'est beaucoup de tâches, ça, quand même, que tu avais à faire comme marguillier. Est-ce qu'il y avait comme une structure liée au fonctionnement de chaque personne au sein de l'Église? Comment ça fonctionnait? Il y avait le curé, les prêtres qui sont assignés à cette Église, les prêtres qui viennent donner un coup de main aux besoins, le bedeau, le marguillier et les bénévoles. Puis est-ce que tu veux me dire, en fait, qu'est-ce que c'est un bedeau? Là? Moi, j'ai l'impression que j'apprends plein de mots aujourd'hui. C'est quoi un bedeau? C'est quoi son travail? Hein? La principale tâche du bedeau consiste à débarrer les portes de l'église, à voir à ce que les présentoirs soient pleins avec des missels et ou des semeliers. Après la messe, il fait le tour de l'intérieur de l'église et ramasse ce que les gens ont laissé dans les bacs. Il arrive souvent qu'il trouve des papiers, des parapluies, des vêtements, des chapelets. Il est responsable du ménage de l'entretien général comme changer la poêle grillée qui enterre les statues. Il voit aussi à nettoyer les toilettes. Tu as été marié pendant 8 ou 9 ans. Est-ce que tu vas toujours à l'église, toi, André? L'église est fermée. Comme beaucoup de paroisses, j'aurais aimé que l'on m'avertisse avant de fermer l'église Saint-Sauveur. Beaucoup de paroissiens se sont déplacés pour s'apercevoir que l'église était fermée, les portes barrées. Une des raisons de sa fermeture, c'est le manque de relève des prêtres, ceux qui officiaient avaient atteint l'âge de la retraite ou étaient malades. L'église Saint-Sauveur a besoin pour la remettre comme elle était quand elle a été construite il y a plus de 150 ans, de 10 millions de dollars. Une autre raison, c'est le manque d'argent pour l'entretenir. À chaque messe, on récoltait à peu près 600 $. Ce montant ne suffisait pas à payer les dépenses courantes comme l'électricité, le chauffage en hiver, la nourriture des prêtres, etc. Merci beaucoup, André, pour ce portrait de l'intérieur de l'Église. Tantôt, on a parlé plus des bâtiments religieux dans le quartier. Là, on a comme fait une incursion dans un bâtiment religieux. Je pense que ça va éclairer
plusieurs auditrices et auditeurs. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Comme vous le savez, la tradition au balado Ici les trottoirs nous parlait, donc depuis 2 épisodes, c'est d'avoir un segment qui permet en fait à un résident, une résidente du quartier de témoigner de son expérience du quartier. Donc aujourd'hui, avec nous, on a Véronique, qui est aussi membre du comité Saint-Sauveur Ensemble Solidaire, qui va nous parler de son arrivée dans le quartier et de comment il trouve le quartier Saint-Sauveur. Ouhou! Yay! Ben, salut tout le monde. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis arrivée dans le quartier Saint-Sauveur. J'arrive d'une autre ville complètement ailleurs, à 4 heures d'ici. Alors, ça faisait un gros changement, surtout que moi, je suis quelqu'un de la campagne pour les gens de la ville. Donc, d'aller me retrouver en plein milieu comme ça de la ville, là, j'ai trouvé ça dur au début. Par contre, j'avais aucun point de repère et j'ai découvert des parcs, j'ai découvert des groupes, j'ai découvert des groupes d'aide. J'ai vraiment été surprise de voir l'ensemble de l'aide, juste ce petit quartier-là, tout ce qu'on peut trouver. Ça m'a permis de me mettre les pieds à terre. Je me suis ancrée. J'ai été au Parc du Rocher, qui est tout près, qui est wow. Le Parc Victoria qu'on parlait tantôt, je le fais en roller, un patin à roues alignées. Oui. Et puis là, ben, tranquillement, je marche, j'apprends à connaître les villes. Puis comme je suis, pas les villes, les rues. Les rues, oui. Et les paroisses. Et les paroisses. Et puis, ben, tu sais, je commence à m'y retrouver parce qu'en fait, c'est comme un petit carré. Puis les gens sont souriants. Il y en a de tous les genres, tous les styles, toutes les couleurs. C'est vraiment un endroit, le quartier Saint-Sauveur, où est-ce que je sens que la gentrification y est. Je repars de zéro. J'ai eu de l'aide pour me loger, de l'aide pour manger. Il y a de l'aide pour vraiment tout, puis tous les groupes d'âge. Le quartier Saint-Sauveur, en fait, là, c'est, je trouve, une paroisse où ce que les gens sont serrés, où est-ce que la compréhension, l'ouverture d'esprit y est. Et on peut pas rester pris au milieu de Saint-Sauveur sans savoir où aller ou quoi faire. Il y a toujours quelqu'un qui va être là, soit pour t'informer, soit pour... Fait que je trouve ça jovial. Ça m'a permis de m'intégrer beaucoup plus rapidement au changement drastique de la Pencagne puis de la ville. Et puis, ben, je vous ai découvert, vous, ce qui m'a vraiment permis de connaître davantage. Puis vous, ben, c'est nous, c'est Ensemble Saint-Sauveur. Oui, vous, nous. Voilà. Alors... vous avez été vraiment un pied d'ancrage principal pour moi. Et c'est une des raisons pourquoi je m'implique avec vous, parce que peu importe l'âge ou les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, ben, tout le monde sourit, tout le monde s'implique, tout le monde se respecte. Et je dirais que c'est mon mot à moi pour le quartier Saint-Sauveur. Malgré les différences de personnes qui habitent le quartier, il y a une grande compréhension puis un certain sentiment de sécurité, de jamais se sentir toute seule. Tu as la grosse bibliothèque Gabriel-Leroy, tu as le Parc du Rocher, où ce que l'été, il y a de tout. Il y a les gens qui ont les fermes Île-du-Prince-Édouard, ça se peut-tu? Non, je suis loin, là, hein? C'est pas grave, j'assume. Île d'Orléans. Oui, l'île d'Orléans est plus proche. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de... Parce que Orléans, je savais parce qu'on le voit quand c'est marqué. Ils amènent leurs produits. Oui, tu parles du marché au parc du Rocher. Exactement, oui. Et puis, ça, c'en est un parc où je me suis assise pour prendre le temps de regarder autour de moi. Et puis, il y a autant des jeunes familles que des personnes très âgées. Puis moi, j'ai beaucoup appris des personnes plus âgées que moi. Donc, je m'y retrouve vraiment à tous les niveaux ici. Et comme je suis une maman qui a plus d'enfants depuis 3 ans, alors, il faut que je m'occupe. J'avais pas pensé à ça. Alors, le quartier Saint-Sauveur, pour moi, c'est un bon endroit pour arriver, faire un volte-face comme moi d'une grande ville à une autre. Oui, je suis québécoise, certains se demanderont, mais je viens d'un autre coin du Québec, ce qui fait que je connaissais pas Québec du tout. Donc, pour moi, c'est une belle découverte à suivre pour le reste. Et j'espère une longue vie avec votre groupe parce que il fait du sens d'exister. Eh bien, merci pour ce beau témoignage très positif sur le quartier, puis notre communauté aussi.
Je pense qu'on l'entend beaucoup là, quand on parle aux résidents et résidentes du quartier, hein, la mixité sociale, les gens dans le quartier, c'est vraiment comme des forces à préserver aussi. Puis contente que tu te sois intégrée rapidement au quartier. Bien, ça me fait grand plaisir. Monsieur Tilou aussi, vous ne connaissez pas. Non. C'est mon homme de ma vie. C'est qui? OK. Qui est un chat. OK. Fait que Monsieur Tilou aussi est content que je sorte un peu de la maison. Bon. Ben merci, Véronique. De rien. Donc, c'est déjà la fin de ce 3e épisode du balado « Et si les trottoirs nous parlaient ». C'est la première qu'on a enregistrée tout le monde ensemble. Je pense qu'on se doit une bonne main d'applaudissements, gang. Je tiens à remercier Sequoia pour ce beau partenariat qu'on a avec eux qui nous permettent finalement d'enregistrer chacun des balados et de nous guider aussi et d'apprendre en même temps. On est ouvert aux commentaires, aux suggestions, donc si vous voulez réagir à ce balado ou aux autres aussi, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire sur la page Facebook du comité, donc comité Saint-Sauveur Ensemble Solidaire. Saint-Sauveur Ensemble Solidaire, je pense que c'est écrit sur la page Facebook. Il n'y a pas de comité avant. Donc voilà, vous pouvez nous écrire sans problème. Puis, on est en recrutement continu, donc si vous voulez vous joindre à nous, en fait, vous êtes évidemment les bienvenus. Il suffit, en fait, d'habiter le quartier Saint-Sauveur, donc de résider dans le quartier Saint-Sauveur, et soit de sentir qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour répondre à nos besoins, de se sentir exclu de certains espaces publics, puis ben finalement, en fait, là, d'avoir envie de participer à un projet collectif de groupe qui vise l'amélioration des conditions de vie dans le quartier. Et qui nous fait grandir intérieurement. Ah, c'est beau. C'est un beau mot de fin. Merci! Merci!